Ah, cette fois-ci, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Bon, j'ai la difficile tâche de faire la dernière présentation avant l'heure du déjeuner. J'espère que vous tiendrez le coup. Je m'appelle Jérôme Collin, je travaille au CESBio dans l'équipe Maya. Alors, Maya, vous avez certainement eu un aperçu déjà dans une présentation hier qui était plus sur la partie un peu développement. Là, je vais plutôt vous parler des applications. Juste avant de commencer, l'équipe Maya, en fait, c'est une petite équipe. Côté CESBio, c'est Olivier Agol, le créateur de Maya, et moi. Et côté CNES, il y a Peter Kettig qui a contribué à la chaîne WASP et qui s'occupe toujours de faire l'interface avec CS, qui est en charge du développement des deux processeurs. Et Sophie Coustance, qui se charge notamment de la qualité image. Alors, non, c'est pas ça. Bah, sinon, tu les fais défiler. Donc voilà, donc Maya WASP, de quoi il s'agit? Alors, c'est presque un lieu commun de le dire ici, mais enfin, on ne fait pas d'application quantitative de produits de télédétection optique sans faire de correction atmosphérique. Pour corriger des effets qui sont l'absorption, la diffusion ou la réflexion, par quoi? Par les gaz atmosphériques. Alors ça, c'est l'adversaire facile. Le contenu en gaz de l'atmosphère, c'est quelque chose qui est assez stable. Le contenu en vapeur, là c'est déjà plus compliqué puisque d'une acquisition à la suivante, le contenu en vapeur va changer. Cela dit, quand on a des capteurs comme Sentinel qui ont un canal dédié, on arrive à le récupérer, sinon on va chercher ça dans des produits forecast météorologiques. Et après, on a des adversaires un peu plus coriaces, que sont les nuages, que ce soit les nuages bas, complètement opaques, ou des cirrus hauts qui, eux, vont laisser passer une partie du signal, mais dont il va falloir tenir compte. Il faudra les détecter et savoir en tenir compte. Et les aérosols qui, eux, changent systématiquement et dans des proportions parfois assez significatives d'une acquisition sur la suivante. Alors quand on parle d'aérosols, on parle de poussière, on peut parler de suie, on peut parler de matière organique en suspension, de particules de sel marin, ou d'autres composés qui sont souvent issus de la combustion d'énergie fossile, de type sulfate, nitrate, ammonium. Et tout ça, bien sûr, change tout au long du spectre. Ça marche? Non, ça marche toujours pas. Ah oui? Bon, j'insisterai plus la prochaine fois. Donc, juste pour dire où est-ce qu'on se situe, alors, bon, côté Sentinel-2, typiquement, on a la chance par rapport à Sentinel-1 de disposer tout de suite de données de niveau 1C, c'est-à-dire que ce qu'on récupère, nous, c'est des données qui ont été calibrées radiométriquement, qui sont orthorectifiées, qui sont géoréférencées. Donc en fait, on a un produit de réflectance top of atmosphère tuilé. Le niveau 1C, c'est l'entrée pour laquelle, en fait, la seule chose qu'on n'ait pas fait, c'est une hypothèse sur la cible, en quelque sorte. Et donc, le premier des deux processeurs que je présente aujourd'hui, Maya, lui, il est en charge de faire la détection des nuages et la correction atmosphérique, de sorte à ce qu'on puisse passer du niveau 1C au niveau qu'on appelle 2A, c'est-à-dire de la réflectance de surface, qui aura été corrigée des effets directionnels, des effets d'adjacence, des effets topographiques, auxquels on a sorti le masque de nuage. Le deuxième processeur WASP, lui, il se situe à l'aval. Il va prendre en entrée nos niveaux 2A pour générer de la synthèse de réflectance de surface mensuelle, ce qu'on appellera un niveau 3A, c'est-à-dire une synthèse quasiment sans nuage. Alors, dans le détail... Oh, ça marche, mais pas dans le bon sens. Ok, super. Alors, dans le détail, comment ça fonctionne? Alors, des algos de correction atmosphérique, il y en a plusieurs. Maya, ce n'est pas le seul. Maya est capable de faire la détection des nuages et des ombres portées des nuages. Il fait l'estimation du contenu en vapeur de la colonne atmosphérique, l'estimation de l'épaisseur optique des aérosols pour faire la correction atmosphérique en tenant compte des effets d'adjacence, des effets liés à la topographie, plus une correction pour les cirrus fins. Ce qui différencie Maya des autres algos de correction atmosphérique, c'est la partie multitemporelle, parce qu'en général, la correction atmosphérique, on l'a fait sur des critères multispectraux. Là, l'originalité de Maya, c'est qu'en fait, on va traiter des séries temporelles de produits élincés pour, à chaque fois qu'on avance chronologiquement dans le temps, créer un composite
Et ce composite, on va le faire à basse résolution, on ne va pas le faire à 10 mètres, on va le faire typiquement, pour le moment on le fait à 240 mètres, mais dans les nouvelles versions on le fait à 120 mètres de résolution. Et donc avec ce composite, on accumule de l'information qui nous permet du coup de savoir si d'un seul coup il y a un nuage qui est apparu et qu'il n'y avait pas au pas de temps précédent. Et ça nous permet aussi de dériver l'épaisseur optique des aérosols. Or pour en fait dériver l'épaisseur optique des aérosols, on utilise une hypothèse qui se vérifie quand même la plupart du temps, c'est que la réflectance de surface elle a tendance à changer relativement doucement dans le temps. Par contre, c'est sûr que d'un pixel à l'autre, là, ça peut changer de manière très brutale. Et c'est exactement l'opposé pour l'épaisseur optique des aérosols, qui, elle, va changer très rapidement dans le temps, mais par contre, au niveau spatial, ça peut changer assez doucement. Et donc, en utilisant ces hypothèses-là, du coup, on est capable de dire, par exemple, typiquement, on a un saut dans la réflectance, c'est très vraisemblablement un nuage, où on a une différence de valeur de réflectance sur un pixel en particulier, sur deux dates qui sont relativement proches. Il est assez peu vraisemblable que ce soit la propriété de la surface qui est changée. Donc, si on a une différence de réflectance TOA, c'est très vraisemblablement lié à un changement d'épaisseur optique, et du coup, on arrive à inverser et récupérer une épaisseur optique qu'on va utiliser dans la correction atmosphérique. Ça marche bien, ça ne marche pas à tous les coups. Mais bon, on a toujours les critères multispectraux en backup. Alors ça a eu une conséquence directe, c'est que du coup, Maya, il ne faut pas l'utiliser pour faire la correction atmosphérique sur un seul produit. Ça, c'est une confusion qu'on a avec pas mal de nos utilisateurs qui, en fait, pensent qu'ils ont utilisé Maya sur un produit, ils ont des résultats qui sont plutôt médiocres, c'est sûr. Si on utilise Maya uniquement sur une seule date, en fait, on est en mode dégradé, on n'utilise que des critères multispectraux. L'intérêt de Maya, c'est plutôt de dire on va traiter, pour une pile donnée, on va traiter N produits. Simplement, vous allez me dire, faut quand même bien commencer quelque part pour avoir notre composite. Alors la stratégie qu'on utilise, en fait, c'est que ce qu'on fait, c'est que si par exemple on veut traiter une chronologie de N produits, on va commencer par se positionner au produit numéro 8, et puis on va faire un premier traitement en mode backward, on va revenir progressivement jusqu'au pas de temps numéro 1, de sorte qu'après, on soit capable de démarrer en mode nominal avec le pas de temps numéro 1 et un composite qui aura été généré à rebours. Voilà. Après, bien sûr, on peut avancer de 1 à n. Si après, plus tard, vous voulez rajouter des dates pour faire des niveaux 2 sur cette pile-là et que vous avez déjà des niveaux 2 historiques, vous faites un restart directement sur le niveau 2. Le mode backward, c'est juste quand on démarre à partir de rien. Voilà. Alors, pour Maya, on a des plugins pour Sentinel-2, Venus et Landsat 8. En fait, c'est pas totalement généralisable à n'importe quel type d'instrument parce qu'il y a des hypothèses sous-jacentes. En fait, ça marche bien quand on a des angles d'observation constants. Ça, c'est pour les hypothèses par rapport à l'estimation de l'AOD, avec un field of view relativement étroit. En fait, ça a été pensé essentiellement dans l'idée de faire la correction atmosphérique de Sentinel-2, qui est une mission qui avait été designée précisément avec ce genre de spécification. Alors, voilà typiquement ce que ça donne. Maya, alors ça, c'est une acquisition au-dessus du désert en Namibie. Et ce que vous voyez en détouré vert, c'est les nuages. Ce que vous voyez en détouré en jaune, ce sont les ombres portées des nuages. Là, on se trouve typiquement dans une situation où, en fait, la cible, on a des réflectances qui sont quand même sacrément élevées. Si on n'était que sur des critères multispectraux, on aurait parfois du mal à discriminer vraiment ce qui est du nuage de ce qui est une surface avec une réflectance particulièrement élevée. Alors que là, quand on est en multitemporel, on a l'historique. On est capable de dire, non, là, finalement, il y a un changement brutal de la cible. Donc le nuage, on le sort très très bien. Un autre exemple, un peu compliqué là aussi. Alors là, en plus, on est sur une zone littorale. C'est particulièrement moutonneux, mais finalement, Maya s'en sort quand même très très bien. Alors là, il faut que je précise quand même, parce que là, on est sur une zone littorale. Maya, c'est fait pour les surfaces continentales. Si on ne traite pas les surfaces en eau libre sur les océans, nos hypothèses de surface qui changent pas très rapidement d'une acquisition à l'autre, là, elles volent complètement en éclats, donc ça ne marche pas. Un autre exemple, alors là, on est vraiment dans un cas un peu critique. C'est quand on travaille sur c'est la forêt amazonienne, quand on travaille sur des zones où on a des séries temporelles avec énormément de nuages. On a beaucoup de mal à générer des composites avec un historique de pixels clairs.
Et donc là, du coup, on arrive un petit peu à la limite de l'idée du critère multitemporel. Et donc à la fin, finalement, ce qu'on récupère, si vous avez l'équivalent à droite, là, ce qui est en blanc, ce sont les nuages, en violet sont les ombres portées, et ce qui est en noir, ce sont ce qu'on considère être des pixels clairs pour lesquels on fournit une réflectance. Alors quand vous regardez les deux, comme ça, vous vous dites, waouh, on en a mis pas mal à la poubelle. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un parti pris, c'est-à-dire que Maya est assez conservatif dans le sens où quand on vous dit qu'on a un pixel clair, on a vraiment un pixel clair. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'abord parce que les traitements de détection des nuages, on les fait à basse résolution, comme je disais tout à l'heure, à la résolution du composite, donc de 140 mètres ou 120 mètres. Et en plus de ça, nos masques de nuages, on les dilate. C'est-à-dire que même si une fois qu'on a flagué ça à basse résolution, on va encore appliquer un buffer autour de notre masque de nuage. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'abord parce que c'est pas toujours évident de savoir exactement où commence, où s'arrête un nuage. La frontière, elle peut être relativement floue. En plus de ça, quand on a sur une image une limite entre un nuage particulièrement clair et dessous une végétation particulièrement sombre, on peut s'attendre à avoir un effet d'adjacence qui va polluer le signal du pixel immédiatement à la limite du nuage. Et puis après, le troisième problème, c'est qu'on a toujours le risque d'un problème de parallaxe. Hein. Typiquement, sur un produit Sentinel-2, comme les détecteurs ne regardent pas exactement la cible sous le même angle, ça c'est quelque chose qui est corrigé par le segment sol. On s'arrange pour que tout se superpose correctement au niveau de la surface. C'est plus vrai à 10 km. Donc il y a toujours le risque sur des nuages relativement hauts d'avoir un léger problème de parallaxe. Donc si on fait un buffer, on élimine aussi ce problème-là dans le masque final. Voilà pour Maya. Alors pour WASP, là c'est un processeur qui est beaucoup plus simple en fait. Là l'idée c'est juste de faire une synthèse mensuelle à partir des produits L2. C'est-à-dire que typiquement, si par exemple on va se dire on veut faire une synthèse en prenant le 15 du mois, vous prenez tous les produits L2A disponibles de T-22 jours à T+22 jours, par exemple. Bon, vous pouvez configurer la largeur de la fenêtre, mais 22 jours, c'est plus ou moins ce qu'on préconise. Et ensuite, c'est une méthode qui va reprendre la meilleure valeur de réflectance possible à attribuer pour recomposer une mosaïque dans laquelle, du coup, on n'aurait aucun nuage, si tant est que dans l'intervalle, effectivement, on soit capable de documenter tous les pixels. Ce n'est pas toujours le cas. Voilà. La contrepartie, après, il faut faire attention, il faut garder ça en tête, hein, c'est que quand on regarde un composite de niveau 3, les valeurs de réflectance de 2 pixels voisins ne sont pas forcément acquises exactement à la même date. Donc, bon, il faut faire un peu gaffe. Voilà ce que ça donne. Alors, oui, c'est quand les sorties... ces types de mosaïques, là, c'est ce que donne WASP, et c'est proche de ce que fait le produit S2GM de l'ESA. Mais quand on regarde là la comparaison, ça c'est un produit S2GM et ça c'est l'équivalent Maya. Alors c'est pas que pour faire de la pub pour Maya et WASP, mais en fait, on voit quand même que sur le produit de l'ESA, on a pas mal de petits artefacts, des espèces de traces de taches de café, là c'est un peu moche. C'est lié au fait que ce genre de composite, ça marche bien si vous avez des masques de nuages de bonne qualité. À l'ESA, ils utilisent Send2Core, qui fait des masques de nuages qui sont quand même moins bons que ceux de Maya. Alors voilà ce que ça donne. On n'a pas vraiment trouvé d'autre utilité à ces produits niveau 3 que de faire des jolies synthèses comme ça, mais c'est quand même toujours très sympa. Parce que ne serait-ce que pour le coup d'œil, hein, voilà, ça vous permet d'avoir comme ça l'intégralité des Pyrénées sans aucun nuage, c'est quand même super sympa. Après, c'est sûr que si on commence à zoomer, à voir la région, la métropole toulousaine sans aucun nuage, si vous avez du bol, vous l'avez aussi sur une seule image. Alors, faire des processeurs, c'est bien, mais c'est absolument indispensable de s'assurer de la qualité de nos produits. Donc, la validation en continu nous prend au moins autant d'efforts que le développement des algos. Alors, déjà, pour commencer, comment est-ce qu'on fait pour valider nos masques de nuages? Alors, pour valider nos masques de nuages, en fait, on a construit un jeu de référence avec un outil d'apprentissage supervisé. Et donc, c'est un opérateur qui va, sur
une population de tuiles qu'on aurait identifiées à l'avance se générer ces masques de nuages sur lesquels on peut distinguer du coup nuages, les cirrus, les ombres portées, les surfaces en eau libre, les surfaces de sol. Et donc on a un jeu comme ça de 30 images de référence qu'on repasse systématiquement à chaque fois qu'on fait une évolution de l'algo pour voir si on reste toujours dans nos specs en termes de performance. C'est un jeu de données qu'on utilise aussi pour faire des intercomparaisons avec d'autres algos, notamment Send2Core, qui est un peu notre adversaire favori. Et donc là, par exemple, vous voyez les perfs sur chacun des produits. Donc Maya est en bleu, Send2Core est en rouge. 1, ça veut dire que le masque de nuage du processeur colle parfaitement avec notre jeu de référence. Bon, ce qu'on voit sur ce jeu de référence-là, c'est que d'une manière générale, Maya s'en sort quasiment systématiquement mieux. Même parfois, il y a une grosse marche entre le masque de nuage de Maya et le masque de nuage de Send2Core. Sur la validation des réflectances de surface, par contre, alors là, c'est une autre paire de manches. Il y a plusieurs façons de faire. Une des façons de faire, c'est ce qui est organisé par la NASA et l'ESA. C'est un exercice d'intercomparaison d'algo, ça s'appelle ASICS. On en est en ce moment en train de faire la deuxième phase d'ASICS, toujours encore. C'est un truc qui a démarré il y a déjà 2 ans, mais ça a pris un peu de retard, là. Alors le principe général, c'est de dire qu'on va générer des produits de référence, des petites scénettes de 9 par 9 km, qu'on va répartir sur l'ensemble du globe en les centrant sur des sites aéronets. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les sites aéronets, en fait, c'est un réseau mondial d'observation des propriétés optiques de l'atmosphère. Il y a des sites sur lesquels on a des photomètres multispectraux qui font de manière routinière des mesures qui nous permettent notamment de connaître le contenu en vapeur et l'épaisseur optique des aérosols. Donc après, sur chacun de ces sites-là, si on prend des produits élancés, nos données aéronettes et puis les équations de 6S, on arrive à produire des jeux de réflectance de surface de référence pour, à chaque fois, une multitude de dates. À la fin, ce jeu de référence-là, ça nous fait quelque chose comme 1,4 milliard de pixels clairs. Donc ça commence à faire quelque chose en termes d'échantillons de référence. Et donc quand on compare nos sorties Maya avec ce jeu de référence-là, au final, on arrive à des incertitudes qui sont de l'ordre de 1% pour la bande 2 et inférieur à 1% pour les autres. Donc c'est très bon en fait. On est en deçà des specs même de la chaîne au départ. Alors ça c'est intéressant, mais après il y a toujours un léger biais parce que finalement c'est quand même de la réflectance dérivée. C'est pas de la réflectance complètement observée. Il y a un biais méthodologique que je ne peux pas expliquer là pour le moment, mais c'est toujours intéressant plutôt d'avoir de la vraie mesure de réflectance de surface. Et pour ça, on a un truc super chouette, c'est le dispositif ROSAS qui a été mis au point par le CNES. Le principe, en fait, c'est de dire on va reprendre le même photomètre multispectral qu'on avait sur le réseau Aeronet, mais au lieu de le mettre au sol et de le laisser regarder le ciel, on va le mettre en haut d'un mât de 10 mètres, et il va successivement faire une analyse de l'hémisphère côté ciel, mesure de la tâche solaire pour avoir le rayonnement direct, et puis ensuite une séquence d'acquisition sur l'hémisphère côté sol, de sorte à reproduire toutes les conditions d'observation. Alors bien sûr, c'est étalé dans le temps, il y a un petit peu de post-traitement à faire pour que tout soit correct, mais du coup, ça nous permet de sortir une réflectance bidirectionnelle pour 12 canaux. Le photomètre a 12 canaux qui sont assez chevauchants avec les bandes de Sentinel-2 en plus. Bon, c'est pas un hasard, mais c'est pratique. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir un jeu de données qui est assez unique, puisqu'en fait, des sites comme ça, il n'y en a que 2 au monde. Il y a celui historique que le CNES a mis à l'Accro au sud d'Arles depuis 1997. Et il y a un deuxième site depuis 2017 qui a été mis en place en Namibie en collaboration avec l'ESA, qui est à Gobabed. Alors, ce sont des sites qui ont été implémentés aussi à des fins de calibration au début de mise en orbite. Nous, on l'utilise pour faire de la validation. Donc, c'est intéressant parce que du coup, là, on peut vraiment comparer la réflectance mesurée in situ avec nos produits L2A. Le seul problème qu'on a avec ça, c'est que finalement, on est quand même sur des surfaces qui sont très homogènes, particulièrement quand on regarde là en bas, là c'est les comparaisons avec Gobabeb, on est sur des surfaces désertiques, ça ne change jamais. Donc on est sur des dynamiques de réflectance de surface qui sont quand même relativement restreintes, donc en termes de validation, des fois c'est un tout petit peu frustrant. Du coup, pour corser un tout petit peu le truc, on s'est lancé dans l'idée de faire
un troisième site comme celui-ci sur une surface agricole. Alors ça, c'est un site qu'on fait à La Masquère, c'est du côté de Seyss pour ceux qui sont du coin. Donc en fait, on a mis le même dispositif dans une parcelle de 23 hectares sur laquelle on a une rotation de 3 cultures sur 2 ans. Du coup, notre photomètre, il va suivre le cycle complet d'un blé d'hiver, puis d'un maïs, puis d'une culture intermédiaire avec des passages en sol nu, des passages en végétation bien verte, puis des passages en végétation sénescente, etc. Donc du coup, ça nous fait une belle dynamique de variation de la réflectance observée. Alors, pour la contrepartie, c'est que à Toulouse, il y a quand même vachement plus de nuages qu'en Namibie. Donc des points de mesure, on en a un tout petit peu moins. Mais cela dit, on a quand même réussi là, sur le graphique, je ne sais pas si vous voyez bien, on a les réflectances dans la bande de 3, Sentinelle-2 pour Maya en bleu et Rosace en rouge. Et on retrouve bien le cycle de croissance du maïs et puis début de sénescence avant la récolte. Alors les points, là pour le moment, des points, on n'en collecte pas énormément. Enfin bon, même si on a plus de nébulosité, avec le temps, on finit quand même par accumuler une base de données assez conséquente. Là, on a déjà le blé d'hiver qui a été semé, donc d'ici le mois de juin prochain, on aura encore d'autres très belles figures. Voilà, et donc c'est ce type de jeu-là qu'on utilise pour valider nos produits de réflectance et s'assurer qu'à chaque fois qu'on fait une modification de nos algos, on est toujours dans les specs en termes de performance. Alors Maya, c'est un travail quand même de longue haleine. Hein. On est vraiment passé d'un proto de recherche avec des travaux que Olivier Hagel avait initiés en 2006 à quelque chose maintenant qui est un produit complètement opérationnel. Aujourd'hui, Maya, c'est développé par CS, c'est codé essentiellement C++, adossé à la librairie OTB. Et depuis la version 4, on a en plus un orchestrateur en Python que sans doute vous avez présenté hier. Hein. Ouais. Voilà. Et en termes d'utilisateurs, on a vraiment une communauté qui commence à se développer en termes d'utilisateurs individuels déjà. Donc on distribue à la fois Maya et WASP sous forme de binaire et de code source. Maya est passé en licence open source Apache depuis la 4.2, c'est relativement récent. Mais du coup, je pense que ça va aussi faciliter l'adhésion par la communauté du fait d'avoir ce projet. Le projet open source, c'est toujours assez rassurant pour les utilisateurs. WASP, lui, était déjà sous licence GPL. Et on a dépassé cette année là, les 2000 téléchargements de la version prépackagée. Donc voilà, on sait qu'on a des utilisateurs, d'autant qu'on est souvent contacté pour des différents types de problèmes quant à l'utilisation de Maya et WASP. Sinon, c'est aussi disponible sur PEPS. Après, ça, c'est pour les utilisateurs individuels, mais on a aussi une grosse communauté d'utilisateurs qui sont plus institutionnels. Le premier d'entre eux, c'est Theia. Donc Theia, c'est le data center pour tout ce qui est surface continentale. Et Theia utilise Maya et WASP pour produire au fil de l'eau tous les produits de niveau 2A et de niveau 3A, Sentinel-2, Landsat 8 et Vénus. Sur l'ensemble des tuiles que vous voyez en rouge sur la carte. Alors effectivement, on n'est pas sur une couverture globale, mais de toute façon, Theia n'a pas vocation à faire une couverture globale des produits de l'ESA non plus. Ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est qu'il faut des ressources de calcul quand même. Hein. Faire un traitement, une tuile à un pas de temps Maya, c'est 30 minutes quand même. Donc on ne peut pas non plus se permettre de faire la totalité du globe. Mais cela dit, ça représente quand même 10 millions de kilomètres carrés. Donc au final, ça répond quand même aux besoins de pas mal d'utilisateurs. Ça permet notamment de produire ces synthèses à chaque fois annuelles. Donc là, c'est la succession des mois de juillet 2018, 2019, 2020. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les médias quand en été, on finit par parler de la sécheresse. Ça a toujours son petit succès, ce genre de synthèse. Sinon, il y a aussi le DLR qui utilise Maya et WASP exactement de la même façon. Donc ils font aussi de la synthèse des produits L2A et les synthèses niveau 3 sur l'ensemble du territoire allemand. Il y a la Norvège. Alors la Norvège, par contre, ils font pas tout au fil de l'eau, surtout pas les synthèses, parce que la nébulosité en Norvège en hiver, c'est un vrai problème. Donc eux, en fait, ils font par contre une synthèse estivale. Voilà. Et sinon, on a aussi tous les utilisateurs, je dirais, à l'aval, c'est-à-dire plutôt sur des niveaux 2B, par exemple, des produits Maya. Il y a notamment les produits neige Copernicus, qui sont la combinaison des sorties L2A Maya avec le processeur LIS Letisno, qui est aussi un processeur développé au CSBO d'ailleurs.
Et le produit, je ne sais pas s'il y a peut-être des utilisateurs aussi, le produit Landcover de Teia, le produit annuel Landcover, qui est l'utilisation des produits Maya Sentinel L2A avec le processeur IOTA 2. Et puis bon, on ne va pas tous les citer, mais Maya et WASP sont aussi inclus dans Sen2Agri pour les applications de suivi des surfaces agricoles, et puis maintenant aussi dans Sen2Cap. Alors juste pour finir, où est-ce qu'on en est dans Maya? Là, on a sorti la version 4.5, il y a encore un petit correctif qui doit arriver, je crois. Voilà, ouais. Mais donc la 4.5.2 va être disponible. La 4.5.2, elle prend en charge la modification du format des sentinelles, les niveaux 1C Sentinelle 2. Parce que l'ESA nous avait annoncé une modification de format avec une échéance scandaleusement courte, donc on a tous gueulé. Finalement, ça va être mis en application début janvier. Mais bon, grâce à l'équipe de CS, avec cette version-là, on sera déjà capable de prendre en charge ce nouveau format. On a aussi la 4.6 qui est dans les tuyaux. Alors là, il y a pas mal de modifications qui sont un peu d'ordre technique, mais c'est aussi à partir de la 4.6 qu'on va passer par défaut à un masque de nuage à résolution 120 mètres. Et à côté de ça, on a des projets de recherche pour essayer d'améliorer la partie effet d'adjacence. Et puis une autre partie, bon là, j'aurais pas le temps d'aller dans ce genre de détails, mais sur la partie correction atmosphérique. Et je pense que ce qui va nous occuper le plus à l'avenir, c'est l'arrivée de Trishna, puisque Trishna, c'est une mission franco-indienne qui est centrée sur l'infrarouge thermique, mais il y a aussi 6 canaux dans le visible jusqu'à l'infrarouge moyen. Et donc, il faudra bien faire la correction atmosphérique de ces 6 canaux-là. Et donc, on utilisera Maya pour le faire. Voilà, donc juste, si vous deviez retenir quelque chose, Maya fait un masque de nuage de très bonne qualité. On a des réflectances de surface qui sont inférieures à 1%, donc c'est des très bons produits. Vous n'êtes pas obligé de les cuisiner par vous-même, puisque si vous êtes dans le bon périmètre géographique, Teia le fait déjà au fil de l'eau pour les niveaux 2 comme pour les niveaux 3. Mais si jamais vous voulez les utiliser par vous-même, on distribue le code, même si vous voulez contribuer, même si le ticket d'entrée est assez important, il faut avouer. Voilà, et c'est un projet qui est toujours actif en termes de recherche, en termes de développement et en termes de validation aussi. Voilà, je vous remercie pour votre attention, si vous avez des questions. Oui. Pour faire les synthèses de niveau 3, en fait, on fait une synthèse, c'est une synthèse tous les mois, et après, on se met sur une fenêtre de moins 22 jours à plus 22 jours autour de la date cible. Alors, suivant, je crois, les produits Teia, la date cible, c'est le 1er du mois, mais il y a d'autres zones géographiques sur lesquelles, finalement, on décide que la synthèse, ce sera le 15 du mois, mais après, la fenêtre, elle est assez recouvrante. On a aussi des cas de figure avec certains utilisateurs où, finalement, on est obligé de changer légèrement la fenêtre, parce qu'on est sur des zones où il y a des couvertures nuageuses qui peuvent être particulièrement importantes. Après, il ne faut pas l'étendre à l'infini, parce que sinon, à un moment donné, ça n'a plus de sens. Ouais. Si on prend que des images des photos sur un mois, et on produit à partir de Berkeley au TD, en synthèse, et on compare avec le synthèse de TIA, est-ce que ça donne, il y a de grandes différences? Alors, est-ce qu'il y a des grandes différences? Je ne sais pas. Enfin, c'est dommage de se priver d'une observation de réflectance pour la remplacer par une méthode de gap filling, alors que l'observation, elle existe. C'est-à-dire, l'idée du processeur WASP, c'est précisément de prendre toutes les observations de réflectance disponibles dans l'intervalle de temps considéré. Après, effectivement, vous pouvez décider de boucher les trous avec une méthode de gap filling, mais enfin... C'est pas de remplacer la méthode, juste de voir est-ce que vous avez comparé les deux. Pas à ma connaissance, non, pas à ma connaissance. Juste par curiosité, il y a des utilisateurs des niveaux 2 parmi vous? Ouais, quand même. Voilà.
On maintient pas mal d'infos sur cette adresse de blog que j'ai aussi mis dans la présentation. Donc si vous voulez être au courant des actus par rapport à notamment Maya, n'hésitez pas à consulter régulièrement voilà, ce site. Oui. J'avais une question par rapport à la partie thermique. Est-ce que vous allez commencer par Landsat 8 ou vous allez tout de suite aller passer sur la partie thermique de Trishna va recouvrir une partie de Landsat 8? Ah oui, mais alors là, pour la partie thermique, on est hors périmètre de Maya. Là, je ne suis pas le bon interlocuteur pour parler de ça. Comme tu disais, la partie Trishna... Parce que dans Trishna, il y a 6 canaux qui sont quand même encore dans le visible et dans le proche infrarouge. Donc pour ces canaux-là, on peut utiliser Maya. Par contre, pour la partie thermique, là, c'est vraiment un algo totalement distinct. Alors c'est une question qu'on s'est posée en fait, et on n'est pas sûr que ça ait un intérêt. En fait, on l'avait fait pour Landsat 8 dans Theia parce qu'on s'était dit que ça pouvait rajouter un peu de granularité temporelle. Bon, là pour Landsat 9, on n'est pas sûr de le faire. D'abord, les formats Landsat sont toujours un petit peu compliqués à gérer. Mais par ailleurs, la NASA est tout à fait capable de sortir un niveau 2 à partir de Landsat. En plus, les problématiques pour faire la détection de nuages avec un produit Landsat sont un petit peu différentes parce que comme il y a un canal thermique, attraper les nuages sur du Landsat, c'est un poil plus facile que quand on n'a pas de canal thermique, par exemple. Donc, je ne peux pas donner une réponse définitive, mais c'est vraiment pas la priorité. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je vous libère.